Donc nous avons fait une étude Mazar début janvier, et donc les efforts nécessaires étaient, dans leur calcul, mais forcément les budgets évoluent tous les jours. L'économie était de 2 millions sur le budget de fonctionnement et une capacité d'investissement, on l'a dit déjà, de 3 millions par an jusqu'à la fin de la mandature. Donc au niveau du budget, donc la construction budgétaire 2016 effectivement a été soumise à des contraintes plus fortes que les années précédentes. Donc dans nos engagements, nous proposons, et on l'a déjà dit au CA, de ne pas augmenter les impôts sur le budget 2016, de démarrer un programme réaliste de rénovation de nos structures, de mettre en œuvre toutes les dispositions possibles pour la reconstruction du centre aquatique avec les communes de Coignères et d'Élancourt, de continuer la modernisation du service public, et on le verra lors des différents projets qui nous sont proposés, de finaliser des études de restructuration urbaine et de négocier notre entrée dans 50 ans de ville dans l'optique d'une relation gagnant-gagnant. Au niveau de l'intercommunalité, on en a largement parlé tout à l'heure à M. Le Guérinel, donc la création d'intercommunalité sans une mutualisation globale provoque forcément un effet millefeuille, bien connu depuis très longtemps, depuis 30 ans. C'est pour ça qu'on arrive à 2100 milliards de dettes. Et bien sûr, je pense que nos concitoyens aujourd'hui ne veulent plus cautionner ce genre de pratique de risque. Qu'il faut prendre conscience et œuvrer au sein des instances, dont la CLET, pour impérativement utiliser cette formidable opportunité de mutualiser et de générer des économies d'échelle. C'est un désir de travailler ensemble, en confiance, dans l'intérêt commun, le territoire élargi, mais également une vigilance aiguë sur l'intérêt des bons passants. Donc depuis le 1er janvier 2016, dans ce nouvel EPCI, cette nouvelle EPCI va induire de différentes écritures comptables, différents impacts sur la construction de notre budget communal. Donc on l'a dit, il faut distinguer les procédures, les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Donc en ce qui concerne les compétences obligatoires, elles ont déjà été transférées en 2014 à la CCE, donc il s'agit des ordures ménagères, et du traitement et l'air des gens du voyage. Et donc elles n'existent déjà plus dans notre budget communal. La seule modification concerne un agent qui a été transféré à Saint-Quentin-en-Yvelines relatif aux ordures ménagères. Après, au niveau de la CLEC. Au niveau de la CLEC, il n'y a pas encore eu, la CLEC n'a pas fini ses travaux. Ce qui est proposé dans ce budget 2016 en termes d'AC, d'allocation compensatrice, c'est donc le transfert des compétences qui étaient déjà transférées à la CCE, plus ou moins des écarts que l'on va voir tout à l'heure, et on en parlait déjà au débat d'orientation budgétaire, les écarts fiscaux sur la taxe d'habitation et la taxe sociale, pour l'équilibrer, et notamment au niveau des abattements. Donc, au niveau du budget, la section, donc nous avons la première colonne, c'est le budget 2015, budget 2016 et le suivant, et puis l'écart. Donc la section de fonctionnement dégage un boni donc, de 1,4 million par rapport au budget 2015. Si l'on retire les 1,3 million excédents extérieurs, c'est un gain de 100 000 euros par rapport à 2015. Donc des dépenses en baisse de 983 000 euros. Dans ces dépenses, donc, on a les moins 500 000 de masse salariale, puisque nous sommes alignés sur le réalisé 2015. Les dépenses à caractère général, moins 306 000, nous sommes alignés également sur le réalisé 2015. Et puis un prélèvement en réduction sur la loi SRU, donc de 20 000 euros, versus 192 en 2015. Mais par contre, bien sûr, une hausse de la péréquation, on va y revenir, une hausse de la péréquation.
recettes, donc plus 449 000 euros. Le FPIC. Au niveau des recettes, donc plus 449 000 euros, donc largement porté par le résultat N-1. Hors excédent, donc si on retire l'excédent N-1, c'est des recettes qui diminuent de 865 000 euros. Bien sûr, dans les 865, nous avons la DGF d'au moins 700. Et puis après, nous avons, et on va le voir tout à l'heure, mais le désengagement de l'État est un effet domino, puisque le département se désengage également sur les crèches, donc nous avons un impact sur nos recettes du financement des crèches de 250 000 euros. Des réductions sur les recettes des produits des services de 131, on va le voir dans le détail, mais bien moins de recettes bien sûr sur le centre nautique. Donc en résumé, sur le fonctionnement, nous dégageons 100 000 euros d'écart positif au résultat reporté par rapport au budget 2015, en ayant intégré bien sûr à peu près 1,3 million de réduction de l'État, si on cumule la DGF, le SRU, etc. Je note quand même, et je l'ai indiqué là, qu'effectivement, aujourd'hui on est à 3,3 millions moins 2,5 millions, 700 000 hors résultat antérieur, sauf qu'en 2017, nous aurons un impact de 1,3 million sur une année pleine. Là, bien sûr, on ne compte pas l'augmentation du point d'indice. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que mécaniquement, on aura besoin de l'excédent antérieur pour équilibrer le compte. C'est l'effet mécanique, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'action derrière. Donc après, au niveau de l'investissement, on est à moins 1,4 million. Et donc dans ces 1,4 million, il y a 1,9 million d'investissements supplémentaires que nous allons détailler tout à l'heure. Et puis 800 000 de subventions d'investissement. Donc on a l'inscription d'un emprunt d'1,2 million sur le budget 2016. Donc c'est un programme d'investissement volontaire, ambitieux, hein, parce qu'autour de 6,4 millions, et porté sur nos priorités, mais qui génère forcément bien sûr un besoin de financement accru du fait de la réflexion des subventions. Et donc à ce titre, nous n'avons pas pu budgéter plus de subventions, mais on va en parler tout à l'heure, il y aura une libre. Il y a un dossier d'intention qui a été adressé au préfet dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement. Maintenant, je voulais juste, avant de commencer le détail des différentes lignes budgétaires, vous montrer les différents impacts que nous avons depuis 2014 sur le budget. Alors oui, on peut rester positif, mais pour ma part, je vais vous expliquer que, par exemple, au niveau des recettes, nous avons des taxes professionnelles qui ont été transférées à l'Interco depuis 2014. Donc elles sont figées. Ces recettes professionnelles génèrent à peu près 100 000 euros de gains sur le budget. Ces gains ne nous appartiennent plus puisqu'elles sont transférées à l'Interco. Au niveau des taxes, taxes d'habitation, taxes foncières, c'est à peu près un gain, étant donné que l'inflation est basse, 1%, c'est un gain de 100 000 euros par an au niveau de nos recettes. Ça, c'est la partie recettes. Après, il y a les tarifs, mais les tarifs augmentent aussi très peu. Par contre, au niveau des dépenses, nous avons la DGF, qui baisse de 700 000 euros par an. Hein. Nous avons la péréquation, donc la solidarité entre communes, qui est quand même pour un effet de 100 000 euros par an. Et on a eu le FSRIF en plus l'année dernière. Nous avons le GVT, donc le glissement des IS technicité, hein, donc c'est l'augmentation mécanique de la masse salariale, de 300 000 euros par an, c'est l'équivalent de 10 ETP, 10 personnes. Après la pénalité SRE, donc les logements sociaux, le retard de logements sociaux, hein, ça s'est arrivé à 25% de logements sociaux, voilà, on n'y est pas, donc on paye une pénalité de 200 000 euros par an. Après nous avons l'application des rythmes scolaires, l'étape, qui coûte à peu près 200 000 euros par an en plus. Après nous avons le désengagement du département cette année, hein, puisque l'État a diminué de 90% la subvention du département, donc au niveau des crèches c'est encore 250 000 euros qu'il faut trouver. Et puis après, il y a le fameux dégel de l'indice fonctionnaire juste avant les prochaines élections, qui coûte à la commune à peu près 200 000 de plus.
Donc voilà, c'était un peu pour dresser un bilan de comment se forment les effets ciseaux sur un budget communal. Donc après, au niveau du fonctionnement. Donc, au niveau du fonctionnement, on peut rappeler la répartition donc, des différentes dépenses de fonctionnement. On l'a dit, 65% masse salariale et 19% des charges à caractère général. Donc, une baisse des dépenses de 983 de budget à budget. Donc c'est moins 983. Nous avons 305 sur les charges à caractère général. Donc effectivement, il y a 151 d'énergie, et la piscine y contribue bien sûr. Nous avons l'enfance, on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas réexpliquer les différents écarts. Nous avons des fins de convention aussi sur le développement durable. Nous avons des charges de copropriété. Et puis voilà, donc c'est à peu près le réalisé 2015 en termes de budget fonctionnement. Après, au niveau du chapitre 012, au niveau de la masse salariale, donc moins 500, c'est-à-dire que nous sommes au réalisé 2015. Et donc dans ces moins 500, nous avons, on l'a dit, 300 000 € sur le centre ludique. Nous avons des réductions, donc, bien sûr, du budget d'élection, de l'assurance chômage, et puis l'ajustement du volume horaire des animateurs. Donc, par rapport voilà, donc, à l'analyse de ces données synthétiques, on peut constater qu'il ne s'agit pas seulement d'économies réalisées du seul fait de la fermeture de la piscine, on l'a dit tout à l'heure. En effet, pour autant, on a essayé de ne pas remplacer, et c'était l'objectif de ne pas remplacer un départ sur deux, notamment au niveau des métiers administratifs. Alors, par contre, dans ce budget de masse salariale, bien sûr, n'est pas inclus le dégel de l'indice de la fonction publique, puisque c'était un peu tard pour les inclure dans le budget, mais il faudra compter bien sûr sur 50 000 € supplémentaires qui passeront donc en DM, et sur une année pleine, 190 000 €. Au niveau des atténuations de produits, donc moins 79 000 €, c'est principalement une baisse de la pénalité SRU, qui est plus faible, du fait du versement d'une surcharge foncière qui a permis de réduire la pénalité. Après, sinon, au niveau du FNGIR, donc du fonds, c'est 642 000, et le FPIC, c'est autour de 700 000 €. À savoir qu'au budget 2016, nous avons donc le FPIC plus le FSRIF, mais le FSRIF sera, en tout cas le montant du FSRIF sera pris en charge par 51 millions. Au niveau des autres charges de gestion, donc de budget, moins 80 000. Donc il y a 28 000 en baisse sur la mise à dispo des offices, et puis des remboursements de cartes d'entrée piscine. Au niveau de la participation au SDIS, donc il a été budgété sur le budget communal, alors qu'il bien sûr il sera payé par 51 en Yvelines, mais déduit de l'attribution de compensation, donc ça sera un effet neutre sur notre budget, et c'est la même chose pour notre subvention au CIRMS. Au niveau des charges financières, donc, on est à peu près sur le même niveau que 2015. Une réserve pour aller à taux de 350 et un intérêt d'emprunt. Comme on a provisionné donc, un emprunt d'1,2 million, on a rajouté donc un intérêt d'emprunt correspondant. Et après, des dépenses imprévues, à savoir que quand même sur ce budget, ayant un budget d'investissement assez fort, nous avons réduit nos dépenses imprévues et nos provisions. Au niveau des recettes, donc, nous sommes à moins 865 par rapport au budget 2015. Donc nous avons principalement, donc, au niveau des atténuations de charges, donc à peu près ISO. Au niveau des produits et services,
moins 132 000 euros. Donc là, c'est principalement l'effet piscine pour moins 75, puisque nous avons eu des recettes de janvier à mars qui ne tombent plus, bien sûr, en 2016, donc c'est moins 75 000 euros sur les moins 131. Et puis après, on l'a dit déjà au CA, c'est moins 35 sur le CLP, donc moindre fréquentation à cause du mercredi matin, moins sur la crèche familiale ici, moins 39, et ISO sur les centres de loisirs. Au niveau des impôts et taxes, donc, nous avons budgété 23 millions, donc 246 000 de plus que le budget 2015. Donc, nous avons des taxes foncières et d'habitation pour plus 58. Nous avons dans ce budget figé une allocation de compensation, une assez provisoire pour 10 millions 100. Et puis nous avons été un peu plus optimistes sur les droits de location au vu du réalisé 2015. Nous nous sommes montés à 750 000 euros. Voilà. Après, au niveau des diverses taxes, peu de mouvements. Il est intéressant de noter que si l'on isole 80% des recettes de la commune, qui sont des taxes, nous passons d'une hausse moyenne de 400 000 euros par an jusqu'en 2014, et puis après une chute de moins 600 000 euros par an à partir de 2015. La DGF, la dotation générale de fonctionnement, donc, est divisée de moitié à fin 2017. Et en tout cas, en termes de taxes ménagères, taxes d'habitation et taxes foncières, elles augmentent mécaniquement de 1%, mais faiblement, du fait d'une inflation relativement basse. Donc, au niveau de la fiscalité, donc, nous allons voir les taux tout à l'heure. La partie haute, c'est la taxe d'habitation, c'est les taux de taxe d'habitation. Donc vous savez que dans nos taxes d'habitation, nous avons une partie commune, une partie interco et une partie taxe d'équipement. Donc en 2015, nous étions à 19,43 et nous restons à 19,43. Donc j'ai sorti en fait dans la partie orange la partie taxe d'équipement puisqu'elle ne nous concerne pas le bloc communal. Donc on remarque une hausse du taux de la commune de 12,85 à 13% parce que le taux de l'intercommunalité passe de 6,07 à 5,92. Donc au niveau des Mauropasiens, il n'y aura pas de variation d'imposition. Au niveau de la taxe foncière plus bas, là pour le coup nous aurons hors bloc communal, on va dire, une hausse significative, on l'a déjà dit au débat d'orientation budgétaire. La partie départementale va augmenter de 66%, donc elle passerait de 7,58 à 12,58. Et donc en global, on passerait de 36,6% à 41,2% au niveau de la taxe foncière. Par contre, si on reste sur le bloc communal, commune plus 51 en 2000, on serait les 20,61 restent ISO en 2015 et 2016. Donc il y a une hausse, on l'a déjà expliqué, mais il y aura une hausse de la partie communale de 19,50 à 19,91 et une baisse de la partie intercommunale de 1,11 à 0,70. Après, je passe sur la taxe foncière non bâtie, dont l'assiette est relativement faible. Après, au niveau de l'attribution de compensation, c'est l'ensemble, principalement les recettes professionnelles que nous avons transférées déjà à la CCE en 2014 pour 10 millions d'euros et qui est figé, c'est-à-dire que le dynamisme de ces recettes retombe dans la gestion de l'intercommunalité. Donc nous avons eu deux corrections à appliquer par rapport à l'AC de la CCE dans l'attribution de compensation provisoire avec 51 en 2000, puisque nous avons un an pour négocier les autres compétences. Et donc ces corrections s'appliquent sur la taxe d'habitation et la taxe foncière du fait qu'au niveau de, j'essaie de dire simplement, au niveau de la CCE, ils avaient une politique d'abattement assez favorable, plus favorable en tout cas que celle de Maurepas,
Et comme Saint-Quentin-les-Mines n'a pas de politique d'évitement, donc on appliquait la politique d'évitement de Bourpas. Et dans ce sens, il y avait un mal-dit, une perte pour les Bourpasiens, que nous avons rééquilibré par une baisse du taux. Au niveau des recettes de fonctionnement, donc nous avons moins 865, on l'a dit tout à l'heure, donc moins 1 million, et les moins 1 million, bien sûr, c'est la dotation générale de fonctionnement pour moins 700. Mais nous avons également le désengagement du département au niveau des crèches, pour moins 250. Et puis, nous avons une moindre participation de la CAF, on l'a dit tout à l'heure, principalement aussi du fait qu'il y a moins de volume horaire, puisque le mercredi matin est maintenant scolarisé. Au niveau des autres produits de gestion, donc on est à plus 39, c'est principalement des recettes sur loyer et redevances. Alors, au niveau de la section d'investissement, donc sur les 7,6 millions qui sont budgétés, hors excédent, nous avons 4,3 millions de travaux, 800 000 euros d'acquisition, 1,2 million de reste à réaliser donc de 2015, et puis un remboursement du capital de la dette pour 1,1 million. Et maintenant, je propose que M. le maire présente les différents projets 2016. Alors, à l'image que je vous ai présenté tout à l'heure au compte administratif, l'idée c'est de vous évoquer les grands projets 2016 budgétés dont Sylvestre vous a rappelé l'enveloppe de 5 millions d'euros si on mélange travaux et acquisitions. Donc tout d'abord, on poursuit cette volonté de modernisation de l'informatique, parce qu'il faut savoir que l'informatique, ce n'est pas seulement les ordinateurs dans les services, mais c'est aussi tous les logiciels, les pro-logiciels, et tout l'accompagnement qu'on a au travers de tous les services et de toutes les politiques qu'on met en œuvre en termes d'investissement. Et c'est un programme lourd, donc là on a 303 000 en investissement, mais il faut rajouter 300 ou 400 000 je crois en fonctionnement, donc on est sur des enveloppes qui dépassent largement plus de 700 000 euros. On continue le renouvellement de la flotte de véhicules électriques avec une enveloppe de 50 000 euros cette année. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, les travaux du guichet unique pour 882 000 euros, dont on pourrait avoir, on le verra tout à l'heure, au moins, je l'espère, 30% de subvention de la part du contrat gouvernemental, ce qui n'est pas rien. Ensuite, là, c'est 500 000 euros de fléchés pour la reconstruction du centre nautique. Dans un premier temps, c'est là la définition, on en est à définir le programme dans son détail. Et on est encore en train de ficeler le montage financier avec nos partenaires et l'Empourcoignard et l'agglomération de Saint-Quentin, de partir soit en construction nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on financerait l'investissement pendant 2-3 ans, plutôt 2 ans, ou si on partait sur un marché de partenariat, c'est-à-dire dans le privé, les arbitrages ne sont pas encore faits. Il y a des questions de TVA, il y a aussi des questions de moyens financiers selon les collectivités, et aussi du projet qu'on souhaite mener. Donc là, l'idée, c'est de définir déjà le projet. Donc on sait déjà qu'on partirait sur un bassin toujours extérieur de 50 mètres qui pourrait être ouvert toute l'année. Ensuite, c'est des travaux dans les écoles et les équipements toujours rénovés. Donc là, c'est pareil, on met un coup d'accélérateur parce que les études commencent à toucher même à leur fin. On continue la seconde tranche des friches d'étanchéité à 250 000 euros. La Marnière aussi, réhabilitation partielle, plus de 700 000 euros. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bardage extérieur, épicerie, VMC. L'école des WC avec la rénovation des sanitaires, 70 000 euros. Et les crédits pour la programmation de la réhabilitation de l'école de Lagio. Là, c'est une enveloppe pour le programmiste, pour le programme dans le détail, avant les travaux. Donc c'est une petite enveloppe, mais l'enveloppe est d'1,5 million sur le PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Ensuite, j'ai souhaité lancer avec les services municipaux et l'équipe municipale un programme également d'investissement, de réfection de nos bardages et de nos murets extérieurs de tous nos équipements.
les écoles, les gymnases, alors soit au travers de moyens municipaux, ou soit au travers d'un chantier éducatif, comme on a pu le voir il y a quelques jours au stade du Bout des Clos. Même à la même Lodon, je crois, si je ne me trompe pas, exactement. Donc voilà, mise en peinture de, pareil, les équipements vieillis, mais aussi l'extérieur. Donc là, c'est pareil sur les murets qui sont abîmés, on le voit déjà là, je crois que c'est l'école de la Marnière. Les murets grisonnants, il faut repeindre des barrières, etc. Donc là aussi, on est dans une démarche de rénovation. La réflexion également des salles du conservatoire qui en a bien besoin. On partirait aussi sur la création d'un pôle petite enfance qui se situerait là où se trouvait l'ancien pôle emploi local, où on y mettrait un certain nombre d'actions en termes de la petite enfance qui sont encore à déterminer, mais là aussi on a la volonté d'améliorer la qualité du service public pour les Montpaziens, parce que la petite enfance est quand même important. Ensuite, c'est le site stade, avec les appareils de musculation et de remise en forme, qui est une première démarche. Là aussi, on se lance aussi dans un projet d'ampleur plus important sur ce site. On continue les animations, toujours dans un contexte très contraint. On a souhaité maintenir quand même un peu de respiration dans la ville au travers d'animations qui sont appréciées des familles. Mort-pas estival, le feu d'artifice intercommunal, les vide-greniers, le marché de Noël, la chasse aux œufs, les foulées de Mort-pas, et de participer aussi à tous les prix et à la journée de commerce de proximité qu'on attend, je l'espère, de second sourire dans quelques jours. Également les animations de quartier, c'est tout nouveau, ça ne se faisait pas, Emmanuel, une initiative, c'est-à-dire de permettre aux Mort-Pasiens dans certains quartiers de créer des animations sportives de quartier, ça n'existait pas, des animations sportives de quartier. On le voit là, avec pour la première fois notre club de football local, l'AS Football, a participé, donc on les remercie. Il y avait aussi le Sky Rugby. On a également des cubes Coca-Cola où on a des tirs à l'arc pour les enfants, c'était assez sympa. C'était apprécié des familles. On va développer également en termes de manifestation le Run and Bike, qui est une journée vélo. Tu veux expliquer ce que c'est, David, Emmanuel ? Brièvement, on va mettre en place une journée articulée autour du vélo, fort du succès populaire qu'il y a eu autour de l'organisation du Prologue du Paris-Nice. Et en lien avec nos associations, on va mettre en place des petits parcours sur la commune qui seront pris en charge par nos associations et plein de petites animations, un mini-village, si j'ose dire, aussi de démonstration, de pouvoir voir du matériel, différentes activités autour de la sécurité, ainsi de suite. Et en fin de journée, il y aurait donc un run and bike, donc une compétition là, sur inscription avec des équipages, une personne qui fait du vélo, une personne qui court. Le principe étant de faire le parcours et d'arriver en même temps au bout. Voilà. Et ça, ce serait en juin ? La date pour le moment retenue serait le 2 juillet. Voilà, on continue un peu sur la lancée du Paris-Nice qui avait beaucoup fédéré, et comme voilà, beaucoup de Morpasiens sont attachés aussi à l'esprit vélo, on a souhaité perdurer cet esprit au travers des associations aussi locales qui sont vraiment bien impliquées, qui ont un regard aussi critique sur ce qui se fait, qui nous apportent aussi plein d'idées pour améliorer nos réseaux de pistes cyclables et la sécurité routière. Ensuite, c'est une balade en roller. Alors ça, c'est une animation qu'on aura en commun avec Elancourt. Si je ne me trompe pas, l'association qui ne coûtera pratiquement rien, même à la collectivité, mais on bénéficiera de l'appui de l'association de roller pour permettre aussi à tous les Morpasiens, ceux qui du bassin de vie, de participer à cette journée. Comment ? Un parcours, voilà. On va plus de détails plutôt. Ensuite, la sécurité, on continue dans la vidéoprotection, c'est un engagement de campagne. Là aussi, on peut avoir des financements de l'État.